Eh bien voilà, merci à tous pour cette dernière séquence des rencontres Africa ici au Cameroun sur la logistique et sur le fait que, effectivement, en matière de transport, en matière de logistique, le Cameroun peut-il devenir le hub de l'Afrique centrale? Monsieur le ministre, merci beaucoup de votre présence. Le mieux, je vais vous laisser la parole pour que vous plantiez un petit peu le décor en matière de stratégie et en matière de politique transport que de l'État camerounais, parce que en fait, clairement, avec deux ports, avec deux aéroports, même peut-être plus d'ailleurs, vous avez clairement une infrastructure pléthorique pour faire un certain nombre de choses. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette occasion qui nous est donnée de présenter un peu ce qui est prévu par le gouvernement, ce qu'il entend faire. Et si je veux reprendre l'expression, le thème qui a été retenu et pour lequel on nous a demandé de plancher, c'est-à-dire à savoir le Cameroun, un hub régional. Voilà. En matière de logistique et transport. Exact. Alors la particularité de notre pays, c'est que le ministère des Transports a la responsabilité des 4 sous-secteurs de transport, c'est-à-dire le volet aérien, maritime, ferroviaire et routier. À côté de ces 4 sous-secteurs de transport, nous avons également la responsabilité de la météorologie. Aujourd'hui, on ne peut pratiquement rien faire, que ce soit les travaux, que ce soit l'agriculture, l'environnement. Les paramètres de météo sont très importants. Je vais donc, ainsi que on nous l'a demandé, de vous présenter un tout petit peu la stratégie du Cameroun en matière de transport et de météorologie. Tout en vous remerciant déjà de l'opportunité que vous nous avez donnée de le faire. Comme nous le savons tous, le Cameroun est situé dans le golfe de Guinée, sur la façade occidentale de l'Afrique. Notre pays est doté de 590 km de côte. Il partage les frontières avec les pays frères que sont le Nigeria, le Tchad, la RCA, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Alors, si nous voulons revenir sur cette problématique, je dirais que de par sa position géographique, le Cameroun s'avère être une porte d'entrée et de sortie sur le monde au profit de la sous-région Afrique centrale. Ces frontières partagées avec plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest lui sont favorables aux échanges et offrent ainsi un accès privilégié aux marchés régionaux et interrégionaux. Donc, grâce à ces atouts, notre pays ambitionne d'être dans le domaine du transport carrefour, le pôle, la plaque tournante dans la sous-région, tournée vers le monde. Donc, pour atteindre cet objectif, notre pays s'est doté d'un ensemble d'infrastructures diversifiées sur le plan routier, sur le plan ferroviaire, maritime et aérien. Sur le plan routier, le Cameroun dispose d'une longueur d'environ 23 240 km pour 5 000 km de voies bitumées. Dans le domaine ferroviaire, le pays dispose de 987 km de voies ferrées qui relient la ville de Douala et au reste du pays. En ce qui concerne le sous-secteur aérien, le pays compte 4 aéroports internationaux et 9 aéroports secondaires. Et sur le plan maritime, je citerai le port autonome de Douala, le port estuaire ayant 4 mètres de tirante d'eau, qui compte actuellement 8 terminaux spécialisés et dont le trafic annuel est estimé à plus de 10 millions de tonnes. Le port en eau profonde de Cribé, quant à lui, a un tirant d'eau de 16 mètres, d'une capacité de 350 000 VB pour un terminal à conteneurs et 1 200 000 tonnes pour le terminal polyvalent. Alors, depuis 2009, le Cameroun s'est doté d'un nouvel outil
et la vision de développement à long terme dans la deuxième phase d'opérationnalisation a pour cadre de référence la stratégie nationale de développement, la SND 30. Je pense que durant tous vos travaux, il a été beaucoup question de cette préoccupation. Je dirais qu'en ce qui nous concerne, la nouvelle boussole préconise la transformation structurelle de l'économie et s'appuie entre autres sur le développement des infrastructures productives, notamment les infrastructures de transport, pour ce qui nous concerne. Donc, en cohérence avec cette orientation stratégique, le ministère des Transports s'est fixé comme objectif sectoriel d'accroître d'ici 2030 la mobilité des personnes et des biens, ainsi que la logistique sur le système de transport multimodal. Nous aurons certainement l'occasion de revenir. Je me suis fait accompagner par les directeurs sectoriels qui pourront entrer en détail sur les différents projets qui vous intéressent ici. Le directeur de Camaraï, directeur général de Camaraï qui est là, qui va vous présenter les différents projets qui sont proposés dans ce secteur-là. Pour ce qui est du port autonome du secteur maritime, le directeur général qui est là, du port autonome de Kribi, vous présentera un peu en détail les projets portuaires. Puisque le gouvernement a entrepris dans ce domaine-là des projets d'extension et de modernisation qui sont en cours aujourd'hui. L'objectif étant bien entendu de faciliter l'intermodalité avec les pays de l'Interland, que sont le Tchad, le Congo, la République centrafricaine. Les travaux lourds sont en cours aujourd'hui sur le port autonome de Kribi, nous sommes en phase 2. Le port autonome de Douala a initié également des travaux de réhabilitation et d'agrandissement. Pour ce qui est du transport aérien, des 4 aéroports, nous avons aujourd'hui, nous ambitionnons d'organiser, de créer un aéroport de classe mondiale dans la partie littorale du Cameroun. Donc, ça sera entre Douala et Idéa. C'est encore un espace qui est disponible pour pouvoir construire un aéroport de classe mondiale. Dans le même esprit, nous entendons réorganiser, réhabiliter progressivement les 9 aéroports régionaux, en commençant par les 3 que sont Kribi, Bertois et Tico. Donc ça, c'est un programme ambitieux qui est lancé. Pour ce qui est des transports routiers, les corridors, nous avons l'ambition de les rendre de plus en plus fluides en supprimant notamment les tracasseries, les problèmes qui pouvaient constituer des entraves. À titre d'exemple, je vous citerai par exemple le nombre de contrôles qui pourraient constituer des tracasseries dans le secteur. On est passé en 3 ans de près de 174 contrôles sur les checkpoints qui pourraient constituer des entraves à 28 aujourd'hui. Ce qui est considérable, l'objectif étant bien entendu de fluidifier ces corridors-là, compte tenu de la densité des marchandises qui y circulent. Les directeurs généraux sont là. Il y a un programme d'intermodalité qui a été mis en place, le programme 2020-2030, avec le ministère des Travaux publics. Nous travaillons dessus. Voilà un tout petit peu ce qui est prévu en termes de travaux, en termes d'orientation. Pour faire, nous ne doutons pas déjà, de par la position géographique de notre pays, les avantages dont il dispose et le programme d'investissement qui a été préconisé par le chef de l'État. Les directions générales ici vont vous donner de plus amples détails, parce que ce serait fastidieux pour moi de reprendre, de parler de tout ça. Il n'aurait plus rien à dire. Maintenant... L'aéroport, le nouvel aéroport, il est pour quand? Quelle échéance? À quelle échéance? Alors, vous savez, un aéroport, c'est pas vous que je vais apprendre, vous avez des études
Hein. Le modèle qui a été retenu au Cameroun, c'est de partenariat public-privé. D'accord. Hein, c'est pas, on ne va toujours pas compter sur les financements publics pour ce type d'investissements qui sont lourds. Et la rentabilité est certaine. Nous pensons que les études qui vont démarrer d'ici 2 ans, D'accord. Hein, ça va prendre le temps qu'il faut, mais je pense que c'est une exigence forte du chef de l'État pour que les études soient terminées. Sur la base de ces études-là, il y aura des appels d'offres qui vont être lancés. Hein, Donc on est sur des échéances 5 à 10 ans. Voilà, 5 à 10 ans à peu près, mais un peu moins de 10 ans quand même, hein, je pense, compte tenu de ces investissements-là. Mais il faut prendre du temps pour ça. Une dimension forte du chef de l'État est d'avoir un aéroport de classe mondiale. Les autres aéroports vont essentiellement desservir le trafic domestique et sous-régional. Celui-là, les aéroports internationaux, et puis celui que nous ambitionnons de construire, étant réservé à l'intercontinental. Voilà un peu ce qui est prévu en termes de stratégie pour notre pays. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, vous avez effectivement annoncé, on a la chance d'avoir 2 opérateurs, finalement, de 2 infrastructures différentes, une maritime et l'autre sur le rail. Donc, on va peut-être commencer par le port de Kribi. Monsieur Beko, vous êtes directeur général adjoint du port de Kribi. Bonjour. Port qui n'est pas si ancien que ça. Il marche tout seul. Hein. Normalement, il n'y a pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit. Il va marcher, vous allez voir. Voilà, c'est bon, il marche. L'aérien va nous retrouver tout à l'heure, hein, avant la fin. Ah bah très bien, on l'accueillera avec plaisir. Alors, dites-moi un peu, parlez-moi un peu du port de Kribi. Non mais il marche, hein, vous en faites pas. Enfin, si vous pensez que si vous le mettez près de votre bouche, vous prenez le mien. Merci. Alors, parlez-moi un petit peu du port de Kribi et dites-moi, décrivez-moi un tout petit peu l'infrastructure. Il date de quand le port de Kribi? C'est à combien de temps le port de Kribi? C'est à combien de temps? Ça a été construit quand? Okay. Merci de me passer la parole. Je voudrais de prime abord saluer, n'est-ce pas, cette initiative des organisateurs de ces assises en créant cette plateforme d'échange. Cela dit, l'historique du port de Kribi. Le port de Kribi est une vision très ancienne des hautes autorités de ce pays et qui a commencé à prendre corps en 2005. Et avec les études et autres, nous avons abouti, je crois, en 2014 à la signature entre l'État du Cameroun et l'Exim Bank de financement de la construction du port. Le port est entré en service le 2 mars 2018. Il comprend, il y a lieu de rappeler qu'il a une composante du complexe industriel-portuaire projeté par le Cameroun. Il comprend, entre autres, un terminal à conteneurs de 350 mètres linéaires. Capable d'accueillir les plus gros porte-conteneurs du monde. Donc. Vous dites? Capable d'accueillir les plus gros porte-conteneurs du monde. Oui. 350 mètres linéaires et un terminal polyvalent de 265 mètres linéaires de quai. 2 terminaux offshore pétroliers, un terminal gazier. C'est essentiel des infrastructures, naturellement, avec les équipements de manutention et autres, donc, ultra modernes. Donc l'idée en créant le port de Kribi, c'était d'avoir donc un port en eau profonde. On l'a racheté, on l'a dit tout à l'heure, le ministre l'a dit, avec 16 mètres de tirant d'eau. C'est vrai que ça permet d'avoir un accès à la mer direct, contrairement effectivement à Douala où
on doit passer par un estuaire, effectivement. Et donc, ça permet d'avoir des lignes directes, je pense. Tout à fait, tout à fait. Si vous permettez, je voudrais indiquer davantage que le port de Kribi est en plein développement. Nous sommes en pleine construction de la phase 2, en pleine réalisation de la phase 2 qui va constituer la phase 2 qui est une extension de la capacité d'accueil des navires, celle avec un linéaire de quai qui va passer à 700 mètres. À 700 mètres. Et notre tirant d'eau, l'un des atouts naturels, comme l'a évoqué son Excellence, notre tirant d'eau à 16 mètres constitue un atout majeur qui nous permet d'accueillir les plus gros navires. Je crois que au niveau régional, notre port est l'un des, sinon le seul, à accueillir de très gros navires depuis les 350 mètres de longueur. Dans la sous-région, il y a Pointe-Noire et il y a vous, quoi. C'est ça? Oui, Pointe-Noire n'a pas le même tirant d'eau que nous. Pointe-Noire est en dessous de nous avec 14 mètres. Donc l'idée, c'est d'attirer de plus en plus de lignes de navires. On en parlera avec CMA, CGM, parce qu'en fait, l'attractivité du port, c'est deux choses. C'est effectivement d'avoir des navires qui font escale chez vous. Tout à fait. Et la deuxième chose, c'est l'Interland, c'est-à-dire en gros votre capacité à chuter ailleurs. Alors, votre marchandise, d'ailleurs, les marchandises qui arrivent chez vous, à quel point elle est redistribuée dans d'autres pays ou à quel point elle va au Cameroun? Vous avez des données là-dessus? Est-ce que c'est plutôt pour la Centrafrique, finalement, qu'on vient chez vous, ou le Tchad, ou est-ce que c'est vraiment totalement pour le Cameroun? Disons que, de par sa position géographique relevée par son Excellence, notre pays, de manière générale, le Cameroun est le moteur de l'économie de la CEMAC. C'est tout naturellement que les pays enclavés, n'est-ce pas, en constituent l'Interland. Mais ils ne sont pas les seuls destinataires des marchandises qui transitent par le port de Kribi. Il y a un trafic domestique qui existe également et qui est important et qui est en train de se développer au fil de l'eau. Très bien. Monsieur Pascal Mini, bonjour. Vous dirigez Camrail, qui est une infrastructure complémentaire, si on peut dire. Alors, je ne sais pas si vous faites beaucoup de marchandises. Ah, si. Oui, merci de me passer la parole. Bonjour. Et je reprends ce que je disais ce matin et dans la foulée de Monsieur le ministre, en parlant du partenariat public-privé. Et comme je le disais, c'est très souvent Camrail et le ministère des Transports est très souvent cité comme étant un peu exemplaire en la matière. Et je m'en félicite parce que le travail d'équipe qui est fait avec le ministère des Transports est vraiment très très positif et va me permettre de parler un peu des développements. Alors, en premier lieu, je voudrais simplement dire une chose, c'est que, pour répondre à la question, Monsieur le ministre y a répondu également, oui, le Cameroun est un hub, c'est évident. C'est évident, pourquoi? Parce que les marchandises qui arrivent au port de Kribi, au port de Douala, vont au Tchad, vont au RCA. Il y a aussi des produits qui viennent du Congo, qui passent, alors là je parle du chemin de fer, hein, mais qui passent par le chemin de fer, le bois débité par exemple, qui vient du Congo, qui repasse par Belabo et qui est embarqué à Douala. C'est vraiment, là, il n'y a pas d'état d'âme. Le Cameroun est d'ores et déjà, maintenant, il faut l'améliorer. Quels sont les projets en cours? Eh bien, les projets en cours sont des projets lourds. Le ministère des Transports mène de front beaucoup de projets et sur le chemin de fer, on mène une rénovation complète puisque la voie a à peu près 50 ans et la rénovation d'une voie, c'est tous les 50 ans. Eh bien, on a la rénovation totale de Douala-Yaoundé et de Belabo-Gaoundéré puisque Yaoundé et Belabo avaient déjà été faits sur le plan quinquennal numéro 1 et on va... Toutes les équipes, d'ailleurs, étaient toute la semaine en train de travailler entre les différents ministères ensemble pour pouvoir établir les modalités d'application du maître d'ouvrage délégué qui est Camrail.
Donc 580 km de voies qui vont être faits à neuf. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va permettre d'aller plus vite. Et qui dit plus vite dit aussi pour les passagers un Douala-Yaoundé en 2h35 à minima. Et pour ça, il faut aussi des projets d'investissement de matériel, c'est-à-dire des voitures. Donc il y a un projet d'investissement sur 25 voitures coréennes via une entreprise CMI, SIM CMI qui est franco-belge. Et puis également 5 autorails qui pourront donner des facilités pour pouvoir transporter les personnes de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, ce qui fait partie du transport ferroviaire et également qui est un moteur économique pour répondre à la première question de savoir combien on transporte. On transporte plus de 1 600 000, 700 000 tonnes par an qui sont transportées entre les différentes villes, entre les différents centres principaux que sont Yaoundé, Bélabo et Gaoundéré. Sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a de l'intermodal, mais il y a aussi... Les ports sont tous en branche fer. Alors, j'y viens sur les projets. Ça, c'est des projets à court et moyen terme, puisqu'on est en train de travailler dessus pour des débuts de travaux fin d'année, début d'année prochaine. En revanche, il y a d'autres projets qui sont effectivement des projets aussi en recherche de PPP entre le port de Kribi-Lolabé et EDA. Donc, il y a un projet de 160, aux alentours de 170 km. Il y a aussi des projets entre Douala et Limbé, puisqu'il y a aussi un port à Limbé, et plus en avant, puisque ce projet va être présenté, je pense, fin septembre. Les études vont être présentées fin septembre. C'est sur ce qu'on appelle le Kamchad, c'est-à-dire la prolongation du chemin de fer entre Gaoundéré et N'Djamena. Il y a plusieurs hypothèses, on ne va pas rentrer dans les hypothèses, sinon on passerait beaucoup de temps là-dessus. Et justement, je rebondis sur ce que disait Monsieur le Ministre, sur la fluidité, parce qu'aujourd'hui, les travaux qui sont menés sont des travaux qui sont menés sur les points nodaux. C'est-à-dire, je fais comment pour passer d'un état à un autre état, quand je dis d'un état à un état, c'est-à-dire du terrestre au ferroviaire, du portuaire au ferroviaire, du ferroviaire au terrestre, etc. Et tout ça doit être le plus fluide possible. Et même de passer d'un standard ferroviaire X à un autre standard ferroviaire, eh bien, tout ça doit être étudié de manière très, très fine et fait partie des grands travaux qui sont dans les cartons. Ouais, beaucoup de projets. Ah non, il y a énormément de projets et encore une fois, c'est très dynamique et ça avance. Alors, comme le disait aussi Monsieur le Ministre, ce sont des projets à moyen long terme, c'est-à-dire que oui, on ne construit pas une voie ferrée. Voilà, Gaoundéré, N'Djamena, ça va pas être pour après-demain. Il y a quand même le temps de faire les études, de mettre en place ces projets, de faire 1000 km de voies, et il y en a au moins pour 6-7 ans. Mais d'un autre côté, c'est des projets structurants pour le pays, voilà. Qui permettent aussi d'avoir des positions de leader, en fait, sur un certain nombre de marchés. Et en tout cas, on le voit bien sur d'autres pays comme le Togo ou comme d'autres. Ce sont des tout petits pays, mais qui ont réussi à capter des positions incroyables. Merci Pascal. Je donne la parole à Thibaut de Lardemel. Vous êtes Thibaut, bonjour. Vous êtes directeur régional de CMA-CGM. Alors, je suis très content qu'il y ait un acteur comme vous qui soit à cette table ronde, parce que vous êtes sans doute le meilleur observateur du trafic qu'on puisse avoir. Alors, j'aimerais bien que vous me passiez le portrait, Thibaut. Enfin, peut-être déjà décrire ce que c'est que CMA-CGM. Jamais il y en a des gens qui ne connaîtraient pas. On parle beaucoup de vous dans beaucoup de choses, mais on ne connaît pas forcément toutes vos activités. Et ensuite, que vous me fassiez un portrait de la position du Cameroun, puisqu'on parle de hub. Comment vous voyez cette notion de hub? Alors, déjà, un petit portrait de CMA-CGM. Oui, merci. Bon, je ne m'alourdirai pas sur CMA-CGM parce que je ne suis pas là pour remplir les bons de commande, pour faire ma partie commerciale de mon job. Mais CMA-CGM, c'est une entreprise familiale qui a été créée il y a 40 ans, qui est une entreprise française, qui appartient à la famille Saadé. C'est une grande aventure, puisqu'il y a 40 ans, M. Saadé avait un navire qui faisait Marseille-Beyrouth.
Et aujourd'hui, c'est le 3e armateur au monde. Donc une entreprise qui appartient à une famille, une entreprise qui a racheté Delmas, donc il y a une dizaine d'années. Et l'arrivée de CMA CGM, c'est le rachat de Delmas, il y a quelques années, et une société qui, au gré des fortunes diverses, s'est mis à la terre, s'est investi sur la partie terrestre. Il y a des armateurs comme MSC qui le font avec Bolloré Afrique, CMA CGM le fait avec Seva. Donc voilà, nous sommes armateurs, mais comme tout armateur et comme tout logisticien, on s'intéresse à toutes les parties de la logistique, et notamment la partie terrestre. Alors, qu'est-ce qu'on pense, merci, qu'est-ce qu'on pense de cette partie hub? Cameroun est-il un hub, en fait, sur l'Afrique centrale? Alors, du point de vue ligne maritime, parce que je ne vais pas juste parler pour CMA, mais oui, comme ça a été dit, le Cameroun est déjà un hub. Les assets sont là, les ports sont là. Je vais parler surtout des ports, puisque c'est le point d'entrée du pays. C'est 90% du fret qui arrive au Cameroun arrive par voie portuaire. Et la partie aérienne reste quand même exceptionnelle, et la partie routière aussi. Le Cameroun, il a déjà les atouts. Il a deux ports principaux qui se complètent, qui sont très complémentaires. Un port en eau profonde, effectivement, un port qui est plus urbain, qui a toute sa raison d'être. Aujourd'hui, les lignes maritimes viennent abondamment au Cameroun. Ça montre que c'est un hub. Vous avez les 4 plus grands armateurs qui viennent, et qui viennent aussi avec des services directs, et notamment depuis 3 ans, suite à l'ouverture du Kribi, avec des trafics qui viennent directement d'Asie. C'est très important. L'Asie en trafic conteneur, il y a 10 ans, c'était 30% du volume import. Le volume import du Cameroun, c'est l'équivalent de 200 000 conteneurs par an. Donc il y a 10 ans, c'était 30% du volume. Le volume Asie, et aujourd'hui, il est 60%. Wow. 60% du volume vient d'Asie, le trafic conteneur. Et depuis 2 ans, il y a une ligne qui s'appelle le WAX, qui est une ligne Asie, sur laquelle il y a plusieurs lignes maritimes, qui vient directement d'Asie. Donc on est capable de faire ici les ports Nord-Chine, Kribi, en 30 jours. Et 30 jours sûrs, puisque c'est une ligne directe, il n'y a pas de transbordement. Donc les lignes maritimes ont vu un vrai attrait, se concentrent aujourd'hui sur le Cameroun. C'est le plus gros volume qu'on y fasse tous en Afrique centrale. Si on rassemble les volumes de Pointe-Noire et Kribi, on est largement au-dessus des volumes de Pointe-Noire. Si Douala plus Kribi est largement au-dessus de Pointe-Noire, parce que ce sont aussi des volumes de transbordement. L'ouverture des Kribi est un port de transbordement. Il y a un volume full, import, export, Douala. Kribi, mais il y a aussi beaucoup de volume qui transbordent, donc du volume qui repart après à Matadi, qui repart à Lekki, qui repart à Abidjan, qui repart à Pointe-Noire. Et c'est ça aussi un hub, c'est aussi un centre de transbordement. Donc les infrastructures sont là, elles sont en plein développement, puisqu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des investissements qui se font à Douala, il y a des investissements qui se font à Kribi. L'attrait pour une ligne maritime, et aussi pour un taux de fret bas, parce que c'est ça qui intéresse tout le monde, c'est qu'il nous faut des terminaux qui aient une bonne productivité. Un fret qui est cher, c'est un fret pour lequel le navire est resté longtemps dans les eaux. Et donc ça s'améliore chaque jour à Kribi, à Douala. Les volumes planchent moins, parce qu'un navire qui planche, c'est $100 000 par jour. Voilà. Oui. Donc la productivité, si vous faites 40, intérêt à ce qu'il reste trop longtemps, si vous faites 40 movers, ou si vous en faites 10, c'est pas du tout la même chose. Plus la productivité est basse, plus le taux de fret augmente. Donc il y a un intérêt commun entre la question du taux de fret et aussi des armateurs qui veulent que ça se fasse vite. Et ça, les choses progressent au fur et à mesure grâce aux investissements qui se font à Douala et à Kribi. Donc pour être clair, par rapport au port adjacent ou par rapport à Pointe-Noire, est-ce qu'on est plus compétitif aujourd'hui à Kribi, ou est-ce que c'est à peu près la même chose que Pointe-Noire? Oui, on est plus compétitif à Kribi parce qu'il n'y a pas de congestion à Kribi. Au mieux que ce soit lui qui réponde. Et Kribi est en train de... Alors, je ne pourrais pas dire le contraire, parce que ça serait un peu difficile pour moi. Mais sérieusement, il y a, à Pointe-Noire, aujourd'hui, il y a 5 jours d'attente. 5 jours d'attente navire, de manière générale. À Kribi, il y a 2 jours. 2 jours, de temps en temps 3 jours. Mais il y a la phase 2 qui est en travaux. Fin 2024, il y aura 750 mètres de quai. Il y a une productivité qui est suffisable. Voilà. Alors, je parle de tout ce qui va bien, de tout ce qu'on perçoit bien, nous, du côté ligne maritime. Et alors, qu'est-ce qui va mal? Par contre, effectivement, il reste des défis. Bien sûr. Si je peux me permettre. C'est bien pour ça.
C'est pour qu'on se dise les choses. Les ports, c'est très important, mais après, il y a tout le reste. Il y a les routes, il y a effectivement les bases logistiques, il y a tout ce qui se passe pour que la logistique suive. Et le Cameroun a une spécificité, c'est son export. On parlait de 200 000 conteneurs 20 pieds par an qui sont importés. Il y en a 100 000 exports en plus. Et après la Côte d'Ivoire, pour CMA CGM, en tout cas, c'est le pays où on fait plus d'exports en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Le second pays où on fait plus d'exports, c'est ici le Cameroun. Il y a un ratio import-export qui est assez exceptionnel. Quand vous avez 2 imports qui viennent, il y a un export qui part. On exporte du coton, du bois, du cacao, du café, sans doute de plus en plus de bois quand il y aura une obligation d'exporter uniquement du débité, puisqu'aujourd'hui, il y a encore l'export de grumes qui se passe. Et pour exporter, il faut des bases logistiques. Et ça, c'est un peu le défi de Kribi, mais qui se fait au fur et à mesure, c'est qu'autour du port, il faut des espaces d'empotage, il faut des espaces de transit, il faut des espaces de déclaration de douane, il faut des espaces... Oui, il y a tout l'écosystème qui va autour. Donc, les ports sont là, mais peut-être que M. Ndéja peut en dire un mot. Je pense qu'il y a un vrai sujet de développement du complexe autour du port de Kribi. Oui, à votre permission, je veux compléter, n'est-ce pas, l'intervention de Monsieur Lermel en disant que les principaux éléments, conscient du fait que les principaux éléments qui font la compétitivité d'un port sont non seulement la capacité d'accueil, les équipements, mais aussi l'existence d'une zone logistique aménagée, d'une zone logistique bien aménagée qui offre aux opérateurs un cadre pour leurs activités. Sur ce plan, on peut faire de l'empotage. Sur ce plan, donc, conscient de ce que notre jeune port doit se développer, nous sommes engagés dans une dynamique avec le concours et l'accompagnement du gouvernement pour viabiliser des zones logistiques, pour créer, n'est-ce pas, pour rendre attractive notre zone logistique. Nous avons la chance d'avoir une réserve foncière de plus de 15 000 hectares, ce qui n'est pas l'apanage de tous les ports, même les grands ports européens et mondiaux, européens, notamment le Havre et Anvers, n'ont pas cette capacité. Donc, nous avons initié, n'est-ce pas, une politique de développement des zones logistiques. C'est ainsi que nous avons un projet de création d'une zone logistique intégrée de 1500 hectares. Pour ce faire, nous avons opté pour un modèle de partenariat public-privé. Donc, pour développer les choses plus vite. Oui, c'est pour se dire que nous sommes en train de créer des conditions d'installation des opérateurs économiques pour permettre à notre port d'être plus attractif et compétitif. Merci. Vous avez raison que en fait, ça illustre bien que en fait, un port, enfin une activité logistique, c'est une chaîne. Et donc, il y a tellement d'acteurs qui réagissent dedans qu'effectivement, il faut créer les conditions qui va me permettre de faire une bonne transition, d'ailleurs, avec Frédéric Badelot, parce que, en l'occurrence, donc vous représentez, Frédéric, Sogет, et la bonne fluidité, ça passe aussi par la digitalisation des flux, ce qui est un point extrêmement important. Et c'est l'un des avantages de notre port par rapport à Pointe-Noire, par exemple. Nous avons dématérialisé toutes les procédures, et ce qui constitue un atout majeur qui facilite, n'est-ce pas, toutes les opérations au niveau de notre place portuaire. C'est un atout majeur, c'est vraiment quelque chose que nous avons développé. Alors Frédéric, en 2 mots, Sogет déjà, peut-être pour commencer, si vous pouvez décrire ce que se fait Sogет. D'accord. Merci pour la parole, Marc. Donc oui, la digitalisation, c'est un processus
très important pour justement la compétitivité dans le domaine du commerce international. Et nous, Sogет, nous sommes une entreprise, un éditeur de logiciels, donc spécialisé notamment dans les solutions pour les solutions pour le commerce international, le commerce extérieur. Et nous avons notamment développé des guichets uniques, notamment dans plusieurs pays africains, au Bénin, au Togo, en RDC, tout récemment. Oui, l'année dernière, on a été en RDC et il venait juste de mettre en place le guichet unique que vous aviez opéré d'ailleurs. Voilà, tout à fait. J'étais chef de projet de ce. Et alors, un guichet unique, ça sert à quoi? Alors, un guichet unique, c'est une plateforme numérique qui permet à tous les opérateurs de la chaîne logistique de pouvoir échanger des données. Donc, si je prends l'exemple de la RDC, qui est un exemple complet, parce que là-bas, on a fait un guichet unique intégral et qui est vraiment le seul en Afrique, d'ailleurs. Le seul en Afrique, parce qu'en dehors de celui-là, c'est en France pour l'instant. Et c'est pour cette raison que je suis là, d'ailleurs, pour présenter un peu ce qui a été fait et qui peut être une opportunité également pour le Cameroun, et notamment en termes de possibilités de renforcement, comme on l'a dit tantôt tout à l'heure, de renforcement des capacités du Cameroun en termes de hub logistique. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait en RDC, on a fait un guichet unique intégral, c'est-à-dire qui couvre tous les aspects, le maritime, terrestre, aérien, fluvial, tout est couvert. Donc ça permet de suivre la marchandise de bout en bout. Voilà, tout à fait. Donc les deux ports sont couverts. Les deux aéroports internationaux, enfin les deux principaux aéroports internationaux, on a sept postes frontaliers terrestres où se passent les plus importants flux terrestres, et le Lacus est couvert. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce type de guichet unique? Vous avez les importateurs, vous avez les importateurs, exportateurs, vous avez les agences gouvernementales, les ministères, vous avez les banques, vous avez toutes les intervenants de la Chine. Tous les intervenants. Voilà. Et qui échangent de manière dématérialisée les informations. Donc la douane aussi. Voilà. Comment? La douane aussi, exactement. Nous partageons les informations avec la douane. Ça veut dire que avant qu'une marchandise n'arrive, le guichet unique permet d'annoncer déjà la marchandise qui va arriver au service de douane. Et donc, ça permet une fluidité, une célérité dans les opérations, une fluidité et une sécurisation également dans les processus. Parce que, par exemple, puisque nous sommes le point central, on permet aux différents acteurs d'échanger les données, et donc les agences gouvernementales vont accorder des permis, des autorisations et tout ce qu'il faut pour une marchandise qui doit entrer ou sortir du territoire. Donc, et ça, on le fait avec le guichet unique. Et c'est pour cette raison qu'on arrive en RDC, qui est un territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, à couvrir l'ensemble. Aujourd'hui, on couvre déjà 70% des flux. Voilà. Si on l'a fait en RDC, on peut le faire au Cameroun. Moi, tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà, voilà. Merci Frédéric. David de La Fontaine, bonjour. Vous êtes un opérateur particulier dans le transport, parce que vous faites du transport aussi de déménagement, comme que c'est un transport de spécialité. Vous ne faites pas que ça. Partie du groupe AGS. Vous pouvez nous décrire AGS en quelques minutes? Et bonjour, merci de me donner la parole. AGS existe ici depuis 1995 avec 2 agences à Douala et Yaoundé. Vous êtes présent dans toute l'Afrique? On est présent dans toute l'Afrique, bien entendu. Dans tous les pays? 52 pays en Afrique. Incroyable. Et un peu plus de 100 pays autrement dans le monde entier. Asie, Europe de l'Est, Amérique du Sud, qui a tendance un peu aussi à se développer. Donc ici, en local, nos principales activités sont donc le déménagement, qui reste l'activité historique du groupe. Donc on fait bien sûr les effets personnels qui restent toujours un sujet très sensible, parce qu'on touche vraiment aux choses des gens et on les transporte parfois. Ça reste toujours complexe. Et le principal problème dans
dans le déménagement, est-ce que c'est pas la douane? La douane, bien entendu, on essaye de travailler main dans la main. C'est le but du jeu. On rencontre des complexités à plusieurs niveaux, c'est vrai. On va ici quand même toujours un peu à s'en sortir et trouver des solutions. Bon, alors au Cameroun, avantage, inconvénient, benchmark par rapport à d'autres pays. Vous voyez le Cameroun un peu comment? D'abord, est-ce que vous êtes en croissance au Cameroun ou est-ce que vous êtes stable? On est en stabilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie un peu de se diversifier. Les gens déménagent de moins en moins. Ça, on va pas se voiler la face. Beaucoup préfèrent venir et avoir des maisons meublées, ou certains héritent de leurs prédécesseurs de maisons déjà meublées. Mais ça se pratique de moins en moins. C'est pour ça que AGS maintenant se diversifie de plus en plus. Et on a créé des nouvelles niches, ce qu'on appelle des niches en interne, qui sont donc par exemple le fine art, les objets d'art, transport d'objets d'art et emballage d'objets d'art, comme on a fait ici l'année dernière pour l'exposition qui a eu lieu au musée Quai Branly pour la route des chefferies, du visible à l'invisible. Donc avec le transport, l'emballage et le transport de Bafoussam jusqu'à Liège. Ensuite, le relais a été pris par notre correspondant à Paris, 260 œuvres d'art. Et donc aussi, qui est hospitality, aménagement d'hôtel. On l'a fait aussi ça ici en 2019 pour la chaîne Onomo. D'accord. Ouais. Et vous faites aussi maintenant de l'archivage, si j'ai bien compris? Bien sûr, c'est la seconde activité. Les activités ont un peu tendance à se croiser entre l'archivage qui monte en flèche, que ce soit numérique et physique, donc le déménagement qui est stable. Et ça se développe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Nos principaux clients restent les banques, les assurances. Les administrations. Mmh. Monsieur le ministre, vous n'avez pas présenté la personne qui est arrivée. Oui, alors je vous ai dit, je croyais qu'elle nous ferait faux bon, mais je suis content qu'elle soit là. Alors, Madame Koki, c'est le directeur général de l'autorité aéronautique. Très bien. Du Cameroun, c'est dans l'autorité régulatrice des transports aériens au Cameroun, et qui aura la responsabilité, je vous ai parlé tantôt, du programme de réhabilitation de 3 aéroports régionaux, instruit par le président de la République. Elle va également en assurer la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage. Donc, je vais... Elle peut peut-être nous en parler, madame? Elle pourra vous en parler en détail. Merci beaucoup, monsieur le ministre, et je présente toutes mes sincères excuses. Parce qu'on était... J'enverrai ma facture. Merci. Alors, parlez-nous des projets de réhabilitation de ces aéroports. Comment vous allez manager ça? Comment ça se passe? Et qu'est-ce que vous allez faire? Disons, peut-être je pense que la majorité connaissent ou d'autres ne connaissent pas. Pour le moment, on a 4 aéroports internationaux. Yaoundé, Douala, Garoua, Maroua. Yaoundé, Douala qui fonctionnent donc à plein régime, comme tout le monde sait. Voilà, Yaoundé, Douala qui fonctionnent à plein régime. Garoua et Maroua qui fonctionnent surtout pour le domestique, mais qui accueillent aussi des vols internationaux. Donc, la volonté du chef de l'État, c'est que toutes les capitales, toutes les régions soient dotées d'un aéroport moderne. Parce qu'actuellement, Bertois, Kribi et Chico, ce sont des pistes en terre qui accueillent un petit trafic de travail aérien, de petits avions et tout. Et donc, la volonté du chef de l'État, c'est donc que ce soit upgrade au niveau des chaussées aéronautiques, capables d'accueillir des moyens courriers au minimum, donc des 737-800. Donc, nous sommes en train de travailler. Nous avons déjà défini les caractéristiques pour avoir ces aéroports modernes. Ce ne seront pas des aéroports avec les mêmes capacités que Yaoundé, Douala et Garoua, évidemment, mais ils auront des tailles de l'ordre de Bafoussam, qui est un très bon aéroport, qui a une piste pour ceux qui connaissent, de 2500 mètres, et c'est ce qu'on vise à peu près avec les équipements de navigation adéquats, avec les installations passagers à la taille qu'il faut. Mais peut-être le message, c'est de dire justement qu'on aimerait développer ces capacités fret. Enfin, j'ai pris un peu en retard, je me rends compte qu'on parle de logistique, et c'est vrai qu'en matière de fret aérien, nous avons une très grosse marge. Nous sommes à peu près à 22 000 tonnes, ce qui est très peu, comme vous le voyez. Nous avons énormément de marges. Or, je pense que c'est une activité aussi qui a été très peu explorée. C'est évidemment une activité qui doit être faite par des privés, etc.
et nous aimerons avoir un meilleur dialogue pour que les opérateurs utilisent davantage ce moyen qu'on sait maintenant qui assure quand même, enfin si on fait des comparaisons, on est en Éthiopie à 200 000, on est à côté en Ouganda à 60 000. Donc nous avons une telle marge. La bonne nouvelle, c'est qu'en matière de fret aussi, au niveau de Yaoundé-Douala, par exemple, on était bloqué. La réglementation en matière de transport aérien, évidemment, comme vous le savez, est tellement stricte que depuis les incidents de sûreté des années 2001, en particulier l'Union européenne avec qui on a cette relation, il y a une réglementation très stricte en matière d'export. Donc c'est ça aussi qui avait un peu baissé le côté export. On parlait tout à l'heure des exports en matière maritime, en matière aérienne. Justement, cette réglementation a freiné parce qu'il y avait des normes strictes de sûreté. Le Cameroun a investi depuis 2018, a refait son système de sûreté en matière de ressources humaines, en matière d'équipement, en matière d'infrastructure. Et nous avons donc eu les audits des administrations européennes en novembre. Excusez-moi, je n'avais pas encore tout coupé. Ça va se faire. Nous avons eu les... Ce qui vous permet d'être au standard européen, donc, ou en tout cas... Voilà, nous avons eu les audits en novembre 2022 qui nous permettent maintenant d'être au standard, qui nous permettent d'exporter vers l'Europe. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est donc, nous souhaitons vraiment ces partenariats avec le privé pour utiliser ces espaces autour des aéroports. Il y a du foncier. ADC vient de commencer. Nous sommes le régulateur. L'opérateur sur Yaoundé-Douala, Garoua, c'est ADC. ADC vient de commencer à mettre en œuvre ces partenariats et c'est par exemple à Douala, ça permet de construire une infrastructure fret beaucoup plus grande qui est en cours. Mais là, vous visez des opérateurs qui vont faire du full fret ou des opérateurs qui auraient des avions, enfin, qui seraient plus du full fret, parce que je pense qu'on est capable beaucoup plus de mobiliser les vecteurs transport. On a des bons opérateurs et bon, on est aussi en discussion avec les autorités d'autres compagnies. Donc, je pense que c'est plus les opérateurs locaux par rapport aux vecteurs et pour aider à faire monter le fret aérien un peu en puissance. Chez CMA, vous voulez pas vous lancer dans l'aérien On est un peu déjà dans... CMA-CGM a profité des dernières années, on va dire, pour acheter 6 Airbus A330. Il se développe. D'ailleurs, la semaine dernière, le premier vol CMA-CGM Air Cargo a fait un vol sur Kinshasa et remonté. Mais ce qu'il faut trouver, en fait, mais c'est trouvable, hein, il faut trouver du fret import et fret export. Oui, c'est ça le sujet. C'est la dualité, bien sûr. Et je sais qu'il y a eu des opérations qui se font avec l'Afrique de l'Est, par exemple, où il y a des imports de produits frais et il y a l'export de fleurs. Typiquement, les fleurs, c'est des choses qui s'exportent par avion, qui ont une forte valeur ajoutée. On ne peut pas les exporter. Un conteneur, il met 3 semaines, 1 mois pour remonter en Europe, donc on ne peut pas mettre des fleurs dedans. Donc en fait, il faut aussi trouver des matières d'export pour créer des flux, en fait, un flux import de l'Europe ou des États-Unis ou peu importe, et un flux export. Mais ça se développe. J'en profite pour te demander, sur tes lignes qui chutent ici, est-ce que tu es équilibré ou est-ce que entre l'import et l'export, ou est-ce que l'équilibre n'est pas encore là? Alors malheureusement, il est pas tout à fait équilibré, mais on arrive quand même à un bon ratio puisque on a quand on a deux conteneurs qui arrivent full, il y en a un qui repart full. Donc on a un ratio de 2. Mais je le disais tout à l'heure, c'est un ratio assez exceptionnel en export. L'export est très important ici. Et il est aussi boosté, on en a parlé un peu tout à l'heure, par les corridors. Le Tchad. Le Tchad est un exportateur de gomme arabique, un exportateur de sésame. Le sésame, il y a des grosses consommations mondiales. Le sésame est un produit à la mode. Et puis le Tchad sort du coton maintenant, depuis la reprise de Olam Tchad. Oui, il y a l'export qui sort. Il y a l'export qui sort aussi de Centrafrique, de bois. Et je pense que... D'où l'importance d'avoir un Interland qui fonctionne et d'avoir peut-être... Voilà, c'est tout à fait ce que je voulais rajouter. Je suis tout à fait en ligne avec ça. C'est que effectivement, le Tchad qui est un pivot sur l'export, et on le vit aussi sur le côté ferroviaire, c'est 50... Sur deux containers pleins, il y en a un qui redescend plein. Et c'est assez extraordinaire.
Et c'est ça qui fait, c'est pour ça que Thibault le disait tout à l'heure sur le fret aérien, c'est compliqué parce que, par exemple, on fait le transport des hydrocarbures, et ça va plein et ça redescend forcément vide. Donc la rentabilité de la boucle, elle est compliquée, à faire. Et si on a des boucles comme ça qui sont à vide dans un sens, c'est assez compliqué, sauf si on est un minéralier. Oui, mais je vois pas ce qu'on peut mettre à la place du pétrole. Il y a rien à Non, mettre. non, c'est clair. C'est un peu comme la bauxite ou le manganèse. Quand on le descend au port, on part à vide après, c'est clair. Merci beaucoup à vous tous. Monsieur le ministre, un tout petit mot de la fin pour faire une conclusion ou je fais la conclusion? Écoutez, je crois que nous n'avons pas suffisamment de temps pour parler de tout ça, mais nous espérons avoir présenté suffisamment la toile d'araignée que constitue le Cameroun. En fait, c'est comme ça que schématiquement, je résumerai la chose. Toile d'araignée. Cette toile d'araignée qui, par ces 4 sous-secteurs des transports, qui sont renforcés par le volet logistique, a été bien présenté par nos amis ici. Je voudrais vraiment vous remercier cette initiative, la première du genre, et vous encourager, comme le Premier ministre l'a déjà fait ce matin. Je voudrais clore mon propos en disant également qu'en voyant un message d'espoir. Ce que j'ai pu constater, j'ai rencontré beaucoup de visages que je connais à l'Hexagone, qui sont des investisseurs. Et ça nous donne l'occasion de dire ici qu'ils ont véritablement trouvé en ce pays une terre d'opportunité. Ces investisseurs de renom que j'ai rencontrés ici au cours de ces travaux, et qu'on puisse se rendre compte de nombreuses opportunités qui se présentent dans ce pays. Donc j'ai donc bon espoir qu'à l'issue de ces travaux naîtront des partenariats plus forts encore. Et en cela que je vous dis vraiment merci. Merci, monsieur le ministre. Je rajoute, vous pouvez applaudir, oui, bien sûr. Je rajoute que vous pourrez retrouver cet enregistrement que nous avons fait aussi sur Internet et sur la plateforme de Rencontre Africa. Ça sera disponible dans quelques jours. Comme ça, vous pourrez aussi la diffuser. Merci à vous tous. C'est la clôture de ces débats des Rencontres Africa pour aujourd'hui. Demain, il y aura encore des rendez-vous d'affaires. Merci de votre participation, chers panélistes, et de votre engagement. À bientôt.